Bonjour, soyez les bienvenus à Budapest, au siège de la Fondation pour une Hongrie civique. C'est la 4e édition de Europe Uncensored, Europe non censurée, où les dirigeants européens les plus déterminants s'expriment librement et représentent leur vision de l'Europe. Premièrement, j'ai l'honneur de saluer Madame Marine Le Pen, qui est candidate à la présidentielle de la République, députée parlementaire, titulaire d'une maîtrise de droit et d'un DEA de droit pénal. Je pense que tout le monde connaît en profondeur son parcours politique et ses convictions aussi. Marine Le Pen s'est engagée très jeune dans le parti de son père. Elle adhère à 18 ans au Front National. Et entre 2004 et 2017, elle a été membre du Parlement européen. Et j'ai l'honneur de saluer également M. Laszlo Trocani, député européen, qui était notre ambassadeur en Belgique, plus tard en France, et jusqu'à 2010 juge à la Cour constitutionnelle hongroise et en même temps membre suppléant de la Commission de Venise. Et pendant le 3e gouvernement Orban, ministre de la Justice. Voilà. Permettez-moi de commencer la conversation avec une citation de Konrad Adenauer, père fondateur de l'Union européenne, parce que le chancelier allemand a dit « Nous vivons tous sous le même ciel, mais nous n'avons pas tous le même horizon. » Madame, le même horizon. Et Madame Le Pen, comment voyez-vous l'évolution de l'Union européenne d'un point de vue historique ? Pourriez-vous me donner une brève synthèse ? Cette évolution, évidemment, et je la trouve extrêmement néfaste. La réalité, c'est qu'au départ, l'idée consistait à dire que les nations européennes devaient trouver entre elles les moyens de constituer une force tout en préservant ce qu'elles étaient. C'est-à-dire tout en préservant leur souveraineté, la liberté de leur peuple. Et au fur et à mesure d'une dérive qu'on a pu constater, contre laquelle on s'est beaucoup battu, l'Union européenne s'est transformée petit à petit en une structure supranationale qui s'est constituée d'abord sans les peuples, puis contre les peuples. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler avec les différents référendums qui ont été violés, pour aujourd'hui transformer la devise « unie dans la diversité » en caporalisé dans l'uniformisation. Voilà. Donc tout ceci ne nous va pas du tout et on voit qu'on arrive aux limites en réalité de la volonté de soumission des nations exprimée par l'Union européenne. Et nous sommes là, je crois, beaucoup à défendre l'idée que cette Union européenne a vécu et qu'il faut maintenant qu'elle laisse la place à ce que nous avons appelé une alliance européenne des nations, ce qui est tout à fait différent. Voilà. Et actuellement, c'est une conférence aussi sur l'avenir de l'Europe, M. Trocani, vous savez bien. Il y a 20 ans, la situation était un peu pareille. Il y a eu une plateforme et cela s'appelait la Convention sur l'Europe. Et qu'est-ce qui a rendu nécessaire, d'après vous, cette consultation intergouvernementale de nouveau ? Écoutez, l'Europe est devenue une religion. C'est un Français, un philosophe qui a dit ça. Mais je pense que l'Union européenne est devenue une religion. Une religion, il y a des prêtres, il y a des juges, il y a les grandes messes, les conseils européens, ou les premiers ministres, les chefs des pasteurs unis. Mais maintenant, il faut voir aussi que c'est une Europe qui est tout à fait différente que nous l'avons pensé dans le commencement de l'intégration européenne. Et maintenant, l'opinion publique est déçue. 100% déçue. Parce que tout le monde a attendu plein de résultats. Depuis 2004, il n'y a pas de vrais résultats au sein de l'Union européenne. Alors, le dernier résultat, c'était le dernier grand projet, c'était vraiment l'intégration européenne avec l'élargissement. Et depuis ça, plein de crises. Je veux mentionner, en 2005-2004, les Français et les Hollandais ont refusé le traité européen constitutionnel. Après, je peux mentionner la crise économique. Après, je peux vous dire aussi qu'il y avait une crise en Grèce. Il y a une crise de migration, crise pandémique. Et l'Europe ne peut pas donner les réponses. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, le Parlement européen veut inviter les citoyens européens, pas les États, les citoyens européens en disant qu'il faut discuter concernant l'avenir de l'Europe. Il y a plein de choses à discuter. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut vraiment écouter les peuples.
l'Union européenne est en retard. En retard parce qu'il n'y a pas de résultat. Il y a petits résultats seulement, mais je pense que les citoyens attendent beaucoup plus de cette intégration européenne parce que l'unité européenne, c'est une chose importante. Mais quelle unité? C'est une grande question. On va encore parler sur les questions de l'état de droit et de ces questions juridiques. Mais avant cette question, je vous pose la question. Bruxelles a-t-elle compris, d'après vous, la leçon du Brexit? Et vous, en tant que candidate à la présidentielle, vous travaillez pour un Frexit, pour la sortie de zone euro en cas de la France? Non. Nous avons longtemps considéré que nous ne pouvions pas faire autrement que d'envisager la sortie de l'Union européenne. Nous avons changé d'avis. Et nous avons changé d'avis parce qu'en réalité, nous nous sommes rendus compte que l'Union européenne peut être modifiée de l'intérieur, pour peu qu'il y ait des forces politiques puissantes, assumées, qui fassent ce travail. On a vu la Banque centrale européenne changer quasiment radicalement de façon de faire. On a vu disparaître toute une série de critères de Maastricht. Avant, c'était, alors là pour le coup, c'était vraiment religieux et vous voyez qu'aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus. Et surtout, on a vu émerger des forces politiques structurées qui viennent dire à l'Union européenne, vous ne pouvez pas aller au-delà de cette limite. Et même, vous devez reculer pour redonner du pouvoir aux nations. Et donc, nous avons considéré que nous pouvions modifier l'Union européenne pour en faire l'union dont nous rêvons, c'est-à-dire cette alliance dont nous rêvons, qui est une alliance qui doit préserver l'Europe plutôt que d'affaiblir l'Europe, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc nous avons abandonné l'idée de la sortie de l'Union européenne, nous avons abandonné l'idée de la sortie de l'euro, et maintenant nous travaillons avec les outils qui sont puissants, qui sont importants, mais qui ne sont pas encore totalement tous déployés. Si je peux ici intervenir aussi, parce que je suis très heureux que vous avez mentionné que votre parti veut rester au sein de l'Union européenne, parce que je pense que c'est très important, vraiment, cette unité européenne. Mais d'autre côté, il faut savoir quelle Europe. Et ici, la grande question, de mon point de vue, que nous allons vers la centralisation ou nous respectons la subsidiarité. Et le problème, c'est avec les Anglais. Pourquoi on a quitté les Anglais, l'Union européenne? Parce qu'ils ont estimé que nous allons vers la centralisation. Et c'est la raison. Et qu'est-ce que je vois à Bruxelles? Que les citoyens, que les Bruxellois, alors les députés et les institutions européennes veulent culpabiliser les électeurs britanniques. Mais il ne faut pas culpabiliser les électeurs britanniques. Pourquoi l'Union européenne ne regarde pas dans le miroir? Est-ce que nous sommes vraiment parfaits? Si nous sommes parfaits, dans ce cas, personne ne veut pas quitter l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni a décidé de quitter. Et maintenant, je pense que c'est très important de savoir qu'il ne faut pas commettre la même faute. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut savoir où est-ce que nous allons. Centralisation ou la subsidiarité? C'est la vraie question de mon point de vue. Bien sûr, mais ce qu'il faut faire, parce qu'on parle beaucoup de Frexit, on parle de Polexit, on parle, mais c'est le Bruxit qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut arracher l'Europe des mains de Bruxelles. Voilà, je pense que c'est ça qui permettra de sauver cette alliance européenne. Et peut-être ma question y appartient également à la question de la centralisation. Que vous avez déclaré récemment que je serai la présidente des libertés françaises. Et vous allez rencontrer Monsieur le Premier ministre Orban. Et comment voyez-vous toutes ces accusations de la part de Bruxelles que la Hongrie doit subir et pas uniquement la Hongrie, la Pologne, donc les pays de l'Est. Et demain la France si je gagne, je vous rassure. Vous savez, nous sommes pour certains des nations millénaires. Nous nous sommes battus les uns et les autres dans différents moments de l'histoire, parfois les mêmes d'ailleurs, pour la liberté. Fondamentalement, notre civilisation est fondée sur la liberté. Les libertés des hommes et le corollaire qui est la liberté des nations, qu'on appelle la souveraineté. Nous n'avons jamais accepté de renoncer à cette souveraineté et nous n'acceptons pas qu'on cherche à nous en priver. Donc c'est extrêmement clair dans mon esprit. Il faut à tout prix restituer aux nations leur souveraineté et mettre en place des coopérations librement consenties entre nations. On n'est pas obligé, encore une fois, de coopérer sur tout. On peut avoir des sujets sur lesquels on a des divergences d'intérêts. Il faut les accepter parce que c'est ça aussi
le respect des nations, c'est le respect des intérêts aussi de chacune des nations, mais nous avons beaucoup de sujets sur lesquels nous avons la possibilité de coopérer sans y perdre notre liberté, parce que fondamentalement, nous l'avons payé cher dans l'histoire, cette liberté. Et quand on a construit l'Europe, personne ne nous avait dit qu'il fallait y renoncer. Les peuples ne souhaitent pas y renoncer. Voilà, c'est très clair. Alors vous croyez dans une Europe à plusieurs vitesses? Cela veut dire que faire des alliances, faire une alliance économique ou bien zone d'euro de la monnaie... Tout est absolument envisageable. Ce qui est inenvisageable, c'est de forcer un pays, c'est de le contraindre, c'est de le condamner, c'est de lui faire du chantage, car c'est parce qu'on a fait ça avec la Grande-Bretagne que la Grande-Bretagne est partie. C'est parce qu'elle ne supportait plus ce chantage permanent. Donc moi, j'ai été amené à défendre la Hongrie plusieurs fois au Parlement européen, à défendre la Pologne plusieurs fois au Parlement européen, dont il y a encore quelques jours, nos députés du groupe ID ont défendu la Pologne, parce que nous ne supportons pas l'idée qu'au-dessus de la constitution des nations, qui est l'expression de la souveraineté du peuple, il puisse y avoir une structure technocratique qui vienne tordre le bras des peuples et aller à l'encontre de leur volonté. Pour nous, c'est absolument inadmissible. J'aime beaucoup lire le livre de M. Peyrefitte, c'est De Gaulle. Et quand je lis ce livre, quand même, il y a quelques sentences, quelques phrases dedans qui sont actuelles aujourd'hui encore. Parce que De Gaulle avait une vision concernant l'Europe qui est très importante comme message. Il y a une utopie, et l'utopie qui dit qu'il est possible de créer un État européen fédéral. Mais dans la réalité, les États ne veulent pas aller dans cette direction. C'est qu'il y a quelques décideurs au sein de l'Union européenne qui pensent que c'est une bonne solution, mais l'identité, c'est quand même un sujet très important. Dans le monde globalisé, où comme il y a plein de dangers, alors tout le monde cherche les racines. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de mettre dans la poubelle les constitutions nationales, parce que la nation reste quand même une institution très importante. Je pense que c'est très important de savoir d'où vient un peuple. Pourquoi un peuple habite ensemble? Quel est notre projet ensemble? Pourquoi nous parlons la même langue ensemble? Quelle est notre histoire? Je pense que c'est des éléments très importants. Mais le problème là-bas, c'est que l'Union européenne n'a pas d'histoire. C'est seulement une autre chose. Mais pour la France, il y a une histoire très riche. La Hongrie a une histoire très riche. L'Union européenne a 50 ans d'histoire. Mais la libre-échange, après quelques projets, mais ce n'est pas une histoire, c'est une coopération. Et il faut savoir quelles sont les limites de cette coopération et quelles sont les compétences qu'il faut les donner pour les États membres. C'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je combats avec beaucoup de virulence l'idée de souveraineté européenne que défend Emmanuel Macron, parce que la souveraineté européenne est une escroquerie. La souveraineté européenne ne peut exister que s'il y a une nationalité européenne, c'est-à-dire que nous renoncions et à nos libertés, et à notre histoire, et à notre culture, et à nos nationalités différentes. Évidemment, il en est hors de question, les peuples ne l'accepteront pas, donc parler de souveraineté européenne, c'est proférer en réalité un mensonge. Ouais. Vous avez évoqué déjà le cas de la Pologne, et il faut que je cite, le Parlement a déclaré récemment que la Cour constitutionnelle polonaise est illégitime et incompétente pour... Oui, c'est une phrase très courageuse de la part du Parlement européen, oui, quand même. Ce l'était. Et alors, je pose la question, qui a le droit d'interpréter alors la Constitution polonaise? Écoute, d'après vous aussi. Dans mon point de vue, c'est un peu étrange. Parce que, comme Mme Marine Le Pen a mentionné, à la tête de l'ordre juridique national, c'est la Constitution nationale. Et la Constitution nationale donne la possibilité de participer dans l'intégration européenne. Mais à la tête, il y a la Constitution nationale. Bien sûr qu'il y a un certain dialogue, il faut dialoguer tout le temps, mais il n'est pas possible de dire que voilà, cette Cour constitutionnelle polonaise, c'est illégitime. N'oubliez pas qu'il y a la séparation de pouvoir. Comment est-ce qu'un pouvoir législatif, que le Parlement européen veut influencer le pouvoir judiciaire? C'est inimaginable en Hongrie, inimaginable dans une démocratie. Et ici, le Parlement européen avait eu le courage
de dire qu'un organe national est illégitime. Il faut refuser ce statement de la part du Parlement européen. Vous avez rencontré M. Morawiecki il y a quelques jours. Oui, je l'ai rencontré la semaine dernière. Mais ce qui est en train de se passer est un combat vital pour les peuples. Je regrette profondément d'ailleurs que la France ne soit pas à la pointe de ce combat, je vous l'ai dit, parce que je pense que la France a souvent été à la pointe du combat pour les libertés, et celle-là est la liberté suprême. Or, la France, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, n'est pas à la pointe, et même elle accompagne ce qui représente un véritable coup d'État juridique, en l'occurrence. Je rappelle que dans la Constitution française, il est écrit « La souveraineté réside dans le peuple qui l'exprime librement ». D'accord ? Donc, il n'y a rien au-dessus de ça. Il n'y a rien au-dessus du peuple. Parce que le peuple est le seul souverain. Et encore moins des gens qui ne sont... en l'occurrence, qui n'ont pas été élus par le peuple français et qui n'ont aucune possibilité de venir tenir ce genre de propos. C'est aussi la raison pour laquelle moi je vais faire voter un référendum dès que je serai élu sur l'immigration, par ailleurs, dans lequel je constitutionnalise le statut des étrangers et dans lequel j'édicte que tout le droit, qu'il soit les traités, ou qu'il soit du droit dérivé, c'est-à-dire de la jurisprudence internationale, qui serait contraire à la Constitution française, aurait vocation à rester inappliqué en droit français. Ça, c'est le respect de la souveraineté. Si je peux permettre, je veux mentionner aussi que ce n'est pas seulement la question de souveraineté, mais la question de dignité humaine. Parce que je suis né dans un État où il y a quand même une certaine, comment dirais-je, choses qui sont déterminantes que je vis avec qui. Et ça, c'est ça la raison pour laquelle ça vient, cet esprit de dignité humaine, que je veux savoir dans quel pays je peux habiter. Et si quelqu'un qui veut transformer la composition d'un pays, dans ce cas, ça peut violer mon dignité humaine aussi. C'est la raison pour laquelle c'est très important cette question, mais c'est une question qui est liée avec la démographie aussi en Europe. Oui. Et alors, de ce point de vue, si vous avez déjà parlé sur la question d'immigration, je pose la question un peu différemment. Comment vous voyez la carte démographique, la politique démographique de l'Union européenne en 10 ans, en 20 ans? On voit que la société européenne se vieillit et en même temps, l'immigration est bien présente. Si vous voulez, là encore, il y a un conflit d'intérêts majeur entre ce que souhaitent les peuples et ce que souhaite l'Union européenne. Je veux dire, pour l'Union européenne, l'immigration est un projet. Le pacte d'immigration le démontre clairement. Il souhaite très clairement faire appel à l'immigration et faciliter l'immigration. Ça n'est pas notre volonté. Et donc, nous allons nous opposer avec de toutes nos forces à ce souhait de l'Union européenne, qui nous dit, eh bien, face au vieillissement de l'Europe, la seule solution, c'est l'immigration. Nous répondons, face au vieillissement de l'Europe, la seule solution, c'est la natalité. Et donc, c'est à charge pour chaque pays de retrouver d'abord la liberté de dire non, c'est-à-dire la liberté de choisir. Moi, la France est ma maison. J'ai le droit de choisir qui vient dans ma maison, quels sont les critères pour venir dans ma maison, quels sont les critères pour y rester et quand est-ce que je dois en partir. Parce que c'est parce que c'est ma maison que j'ai le droit de choisir cela. Personne d'autre n'a le droit de choisir pour moi. Et donc je pense qu'il y a un phénomène extrêmement important de protection des nations face aux flux migratoires qui doit être mis en œuvre aujourd'hui. Et on ne peut pas, et il ne faut surtout pas déléguer ça à l'Union européenne qui a une volonté inverse, parce que la pression démographique de l'Afrique est si importante que si nous ne mettons pas en place les conditions pour préserver nos pays de l'immigration, alors nous serons submergés par cette immigration. Si je Et de votre... quelques mots oui, absolument. sur ce sujet, parce que comme c'est très important, la Hongrie reçoit toujours beaucoup de critiques concernant que nous ne sommes pas solidaires, etc., etc. Mais il faut savoir, quand il y avait la guerre en Yougoslavie, alors la Hongrie a donné le refuge alors les gens qui sont arrivés, les Croates, les Serbes, les Bosniaques, nous avons donné le refuge. Mais nous avons su qu'après, ils rentrent chez eux, qui est très important, mais nous étions solidaires. D'autre côté, nous disons tout le temps,
il faut aller où il y a un problème. Il faut aider pour ces pays. Parce que comme Marine Le Pen a mentionné qu'en Afrique, il y a un grand boom démographique, il y a la pauvreté, alors bien sûr, nous avons une certaine responsabilité pour aider pour ces pays. Parce qu'il faut sortir. Mais ce n'est pas la migration, c'est la solution. Ce n'est pas la solution. La solution que l'Europe, comment on peut aider pour ce pays. C'est la raison pour laquelle la Hongrie a lancé, par exemple, The Hungary Helps. C'est un programme. C'est très important qu'aider pour ces pays qui sont en difficulté, mais pas la migration qui peut résoudre le problème. La Commission européenne a dit clairement qu'il n'y aura pas de financement de barbelés et de murs. C'était Ursula von der Leyen il y a quelques jours. Et je pose la question de nouveau vers vous, que même si les barbelés restent en Hongrie, parce que je vois que le gouvernement est convaincu, tout de même, est-ce que la Hongrie peut résister à la répartition des demandes d'asile par quota parce que Bruxelles travaille sur les réformes du système de Dublin. C'est ce qu'on voit. Nous refusons l'ingénierie bruxelloise. Parce que les hommes, ce n'est pas une ingénierie. Il est possible, comment dirais-je, de dire que la Hongrie sera obligée d'accueillir je ne sais pas combien de personnes, etc. etc. Ce n'est pas une solution, ça ne marche pas. D'autre côté, nous avons adhéré à Schengen. Et je sais que nous recevons beaucoup de critiques si la Hongrie ne protège pas ses frontières. C'est notre obligation de protéger notre frontière. C'est la raison pour laquelle nous avons construit un mur. Alors c'est un mur qui fonctionne assez bien. Mais nous recevons des critiques de Bruxelles pour que nous avons construit. Mais s'il y a un mur entre Lituanie et entre Belarus, il n'y a pas d'aucune critique. Mais si la Hongrie fait quelque chose, immédiatement nous recevons des critiques. Parce que nous avons un gouvernement sans droit. S'il y a un autre gouvernement qui construit quelque chose pour protéger la frontière, il n'y a pas d'aucun problème. Au Maroc, il y a deux petites entités espagnoles, là-bas aussi une protection frontière. Personne ne dit pas qu'il ne faut pas protéger les frontières. La protection des frontières extérieures, c'est une obligation. C'est clair. Cela appartient à la zone de Schengen. Je pense qu'il y a quand même une hypocrisie majeure. On a bien compris que si la Hongrie et la Pologne font l'objet d'autant d'attaques détournées, c'est en réalité parce qu'ils refusent la politique d'immigration imposée par l'Union européenne. Donc on cherche à attaquer sur l'état de droit, sur la justice, sur n'importe quel sujet. En réalité, c'est la résistance de la Pologne et de la Hongrie à la politique migratoire que cherche à imposer de force l'Union européenne qui est au cœur en réalité du sujet. L'Union européenne veut faire plier la Pologne et la Hongrie sur le sujet de l'immigration, car encore une fois, l'Union européenne a un projet migratoire massif. Qu'est-ce qui la pousse à avoir ce projet-là? Est-ce que c'est pour obtenir des gens qui vont travailler à très bas coût? Sûrement, il y a une partie de cela, parce qu'elle a une vision très économique, qui fait fi des enracinements, des cultures, des histoires, des valeurs. Mais ne soyons pas dupes quand même de l'objectif essentiel qui est celui de l'Union européenne. Si je peux mentionner deux choses, excusez-moi, mais vous avez mentionné, et je suis d'accord avec vous, les droits de l'homme, parce que c'est devenu une nouvelle Bible aujourd'hui en Europe. Mais je partage qu'il existe les droits de l'homme, qui est très important. Mais aujourd'hui, nous voyons certaines, comment dirais-je, autres explications, qu'est-ce que signifient les droits de l'homme. C'est l'individualisme qui est devenu le plus important. Mais tout le monde oublie que l'individu habite dans une communauté. Et c'est très important de défendre les intérêts de la communauté aussi. Mais bien sûr, l'individu qui est quand même un élément très important, mais ne pouvons pas oublier que quand même le rôle de la communauté où habite cet individu. Et quelles sont les perspectives de l'élargissement après l'Europe des 27? Comment voyez-vous, Marine Le Pen? Les pays de Balkans ont déjà leur place au sein de l'Union européenne. Je pense ici, par exemple, au cas de la Serbie. Depuis 10 ans, il a déjà un statut de pays candidat. Comment voyez cette question? Je vais vous tenir un langage de vérité. Tant que l'Union européenne fonctionne comme elle fonctionne, les peuples seront réticents à un élargissement. Voilà, c'est aussi clair que ça. C'est en réalité les malhonnêtetés et les erreurs de l'Union européenne qui créent une réticence à l'élargissement. Si l'Union européenne était une alliance européenne des nations, où chaque pays puisse, encore une fois, maîtriser sa politique migratoire, faire des projets de coopération, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait aucune réticence à un élargissement nouveau. Mais aujourd'hui,
l'Union européenne est une telle passoire. Elle a tellement contribué à mettre en place une concurrence déloyale et à ne pas protéger les pays européens d'une concurrence déloyale qu'aujourd'hui, je peux vous parler en tout cas pour le peuple français, je pense qu'il est dans l'Union européenne actuelle opposé à l'élargissement. Donc l'élargissement n'est envisageable que si on arrive à réorienter la structure vers une Europe des nations et des coopérations. Vous n'avez pas l'impression que c'est devenu à Bruxelles de plus en plus un choix géopolitique de leur part et c'est pas... Écoute, je sais que l'opinion publique dans les pays occidentaux ne sont pas favorables concernant l'élargissement. Je sais, en 2004 déjà, c'était déjà difficile pour expliquer pour les citoyennes que 10 pays, parmi les 10 pays, il y a l'Europe centrale, PECO, qui peut joindre à l'Union européenne. Je sais que c'est quand même difficile, mais où est mon problème? Mon problème, que l'Union européenne demande beaucoup de choses de ces pays qui sont pays candidats pour réaliser les réformes. Les réformes sont pénibles. Et qu'est-ce qu'ils pensent les citoyens qui habitent là-bas? Alors les citoyens pensent que nous recevons toujours les promesses. Chaque jour, nous recevons une promesse et chose promise, chose due. Le problème est là-bas que les citoyens serbes qui disent que nous sommes prêts, nous avons fait tout. Nous avons accepté tous les avis de la Commission de Venise, nous avons accepté toutes les réformes, la justice, etc., etc. Et maintenant, on dit que non, vous ne pouvez pas encore venir parce qu'il faut encore corriger ça. Et après, qu'est-ce que nous voyons? Que les autres pouvoirs qui arrivent là-bas. Alors, ça signifie que la Turquie qui arrive là-bas, après la Russie ou les États-Unis, etc., elle peut perdre aussi un territoire qui est très important pour nous. Nous connaissons très bien l'histoire des Balkans. Et si nous connaissons l'histoire des Balkans, il faut un contact réel avec ces pays. Et ces pays veulent vraiment joindre à l'Union européenne, mais je sais qu'il y a des difficultés, mais il faut résoudre ces difficultés, sinon il y a une irresponsabilité énorme de la part de l'Union européenne, avec beaucoup de promesses. Et sur la scène internationale, comment voyez-vous la situation de l'Union européenne? On sait que l'Union européenne représente aujourd'hui le troisième ensemble de population au monde, après la Chine et l'Inde. En matière économique, on sait qu'il s'agit de la deuxième puissance économique, dépassée par les États-Unis et talonnée par la Chine. Donc, où est la place de l'Union européenne et quelle est la tendance? Comment voyez-vous les potentiels économiques? Si vous voulez, à partir du moment où l'Union européenne est une structure qui n'a pas été capable de renforcer l'économie des pays qui la composent, il est évident qu'elle n'est pas au niveau de puissance auquel elle devrait être. Je pense que l'action de l'Union européenne a plus contribué à affaiblir les pays qui la composent qu'à les renforcer. Enfin, je suis désolé, mais depuis qu'il y a l'Union européenne, il n'y a jamais eu autant de chômage dans beaucoup de pays, il n'y a jamais eu autant de désindustrialisation, il n'y a jamais eu autant de champions européens vendus à des entreprises non européennes. Voilà, je veux dire, l'Union européenne a affaibli l'économie des différents pays au lieu de la renforcer. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan de la diplomatie, c'est encore pire. L'Union européenne est inexistante. Voilà, inexistante. Sa voix ne porte pas. Nous ne sommes plus entendus nulle part. Elle a même réussi à contribuer à affaiblir les pays qui eux-mêmes tout seuls avaient une influence dans un certain nombre d'autres parties du monde. Je pense à la France qui avait une influence par son histoire avec toute une série de pays africains. Eh bien en réalité, non seulement cette influence ne s'est pas élargie, mais au contraire elle est en train de s'effondrer au bénéfice de l'influence chinoise, au bénéfice de l'influence russe. Donc voilà, véritablement c'est un échec. Est-ce qu'on peut à un moment donné regarder l'Union européenne et dire, est-ce qu'on peut faire le bilan? Parce que dans toute entreprise, un jour, on fait un bilan. Eh bien, le bilan de l'Union européenne aujourd'hui est profondément négatif. Et ce n'est pas étonnant que les peuples aient à l'égard de l'Union européenne autant, encore une fois, de réticence. Donc, de deux choses l'une, soit on dit c'est négatif, on change ce qui ne fonctionne pas, on redonne aux nations ce qui fait leur richesse et leur pouvoir, et on coopère ensemble, ou alors, nous continuerons à nous affaiblir et à lutter
pour éviter cet affaiblissement. Qu'est-ce que devrait faire Bruxelles pour avoir un bilan plus positif, d'après vous? Quelles sont les mesures majeures? Peut-être pas mesures. Mais Bruxelles doit se saborder, si vous voulez. C'est la meilleure chose qu'elle a à faire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, encore une fois, ce pouvoir de la Commission européenne qui est un pouvoir usurpé. Voilà. Le pouvoir, c'est celui des nations qui discutent entre elles. Voilà. Donc c'est le Conseil, le pouvoir. Et la Commission devrait être un simple secrétariat du Conseil. Or aujourd'hui, c'est la Commission qui n'est pas élue, qui a pris le pouvoir sur tout le reste, et notamment sur les nations. Cette situation est encore une fois pour les pays attachés à leur liberté insupportable. Comment voyez-vous cette question? Absolument. Ce sujet, non, mais parce que je vois au Bruxelles, au Parlement européen, au lieu de discuter concernant la compétitivité européenne, nous discutons toujours quel est le droit de l'homme en Afrique ou je ne sais pas où dans le monde, au lieu de parler autour de ça. Il faut regarder aussi qu'il y a combien de brevets en Chine par an, il y a combien de brevets en Europe. Il faut regarder que parmi les 20 plus importants... Vous parlez de la question d'innovation, c'est oui, ça? Oui, innovation. Il faut regarder aussi parmi les 20 plus importantes sociétés dans le monde, il y a combien d'Européennes? Aucune. Alors, il y a des faits. Et je pense qu'il faut regarder aussi que les autres continents, en Chine et les autres pays aussi, qui sont un grand boom économiquement. Mais qu'est-ce qu'il faut l'Europe? Délocalisation. Délocalisation des sociétés parce que c'est moins cher. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot en France, il n'y a pas de boulot en Allemagne ou ailleurs. Mais maintenant, toutes les productions viennent de la Chine ou ailleurs. Mais quand même, c'est à cause d'une difficulté aussi. Je pense qu'ici, nous oublions un petit peu qu'est-ce que signifie l'industrie. Le profit à tout prix, parce que c'est moins cher, de main-d'œuvre en Chine. C'est un vrai problème, dans mon point de vue. Et il faut regarder aussi comment est-ce que nous pouvons vraiment créer les grandes sociétés européennes, mais c'est aussi en question parce que là-bas, il y a droit de concurrence. Mais je pense que l'Europe a besoin de présenter un projet dans l'économie. La réalité, c'est que les grandes puissances sont des nations. La Chine est une nation. Les États-Unis sont une nation. Et l'Union européenne... n'est pas une nation et nous ne souhaitons pas qu'elle le devienne par ailleurs. Donc on a bien vu qu'encore une fois, elle a échoué dans l'ensemble des domaines qu'elle s'est auto-attribuée. On en a déjà parlé des différentes crises, crise financière en 2008, crise migratoire en 2015, crise sanitaire en 2020, on sait bien, mais actuellement, dans l'Union européenne, il y a une crise, c'est la crise énergétique. On voit passe de crise en crise, quoi. Ouais. En Europe, on est témoin d'une explosion du prix de l'énergie. Heureusement, en Hongrie, il y a un marché régularisé. Cela veut dire que les consommateurs privés sont privés de la hausse des prix. Donc, le prix du gaz naturel et de l'électricité aussi est le moins cher dans les 27. Et comment vous voyez à quel point la transition énergétique verte est responsable de la crise et faut-il donner une réponse communautaire ou bien plutôt faut-il bien une réponse à l'échelle nationale? On peut pas donner, à mon avis, on ne peut pas donner de réponse communautaire. Bon, parce que moi je pense qu'une des solutions à la crise, en tout cas en France, c'est de réinvestir dans une filière qui est une filière qui a été choisie par le général de Gaulle et qui nous a donné un avantage incroyable par le passé, et encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est l'énergie nucléaire. Or, nous avons été victimes, nous ne sommes pas dupes. Chaque nation défend son intérêt quand même au sein de l'Union européenne. Il ne faut pas croire. L'Allemagne, par exemple, défend ses intérêts. Or, l'intérêt de l'Allemagne, c'était d'affaiblir le nucléaire français parce que le nucléaire français donnait un avantage compétitif aux entreprises françaises avec un prix de l'énergie qui était extrêmement bas. Donc nous avons subi un peu cette influence des Verts, notamment allemands, qui ont réclamé la fin du nucléaire. Ils l'ont fait chez eux. Ils s'en mordent les doigts, je crois, et ils cherchent à nous l'imposer à nous, et évidemment, nous allons résister de toutes nos forces. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, quand on fait le bilan, l'Union européenne passe de crise en crise. De quoi nous a-t-elle protégés? Elle a été incapable d'apporter une réponse Elle a apporté une réponse à la crise financière de 2008,
en faisant une croix sur tous les principes qui étaient les siens, quand même, je parle sous votre contrôle. C'est-à-dire qu'en réalité, elle dit elle-même, j'ai été extrêmement mal conçue, les principes sur lesquels je me suis appuyée étaient très mauvais, et donc à la première crise, j'ai laissé tomber tous mes principes, on a fait du quantitative easing, c'est-à-dire ce qui était totalement interdit par les traités. La crise migratoire, elle a accéléré une véritable catastrophe migratoire, la crise sanitaire, elle a été en dessous de tout. Et heureusement, les nations étaient là précisément pour protéger les populations. Et là, dans la crise énergétique, elle sert strictement à rien. Donc, elle a mis en place les conditions de notre affaiblissement. Pareil, hein, bilan, bénéfice, inconvénient. Ben, pour l'instant, la colonne inconvénient est quand même très importante. On n'en parle pas beaucoup, mais je connais un peu le secteur énergétique. Et par exemple, l'émission de carbone dioxyde de la France est 1/10 de celle de l'Allemagne. Grâce au nucléaire, absolument. Et comment vous voyez, vous, monsieur le député? Je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais c'est vrai que le centre nucléaire, l'industrie nucléaire, c'est très important et nous protégeons, le gouvernement protège la construction de nouveaux centrales nucléaires. D'autre côté, la politique verte. La politique verte, c'est très important parce que les jeunes en particulier, aiment beaucoup, bien sûr, la politique verte. D'autre côté, nous sommes responsables pour la génération future. C'est juste. Mais d'autre côté, il faut être raisonnable. Il n'est pas possible immédiatement réaliser les réformes vertes comme les qui viennent de la Commission. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que nous pouvons aller seulement dans la politique verte step by step. Si immédiatement nous souhaiterions changer la politique verte et vraiment il y a une frénésie, dans ce cas, ça ne marche pas, il y a des conséquences. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut être très prudent dans cette question. Parce que la politique verte est importante, c'est sûr, mais d'autre côté, il faut toujours regarder les chiffres. Et le rôle de l'État, c'est très important dedans. Et ça prouve aussi que nous avons besoin des États forts. Les États forts qui sont capables vraiment de défendre les citoyens. Et comme vous avez mentionné, les prix sont réglementés chez nous, qui est très important, parce qu'il n'est pas possible que les simples citoyens qui payent toujours les frais, et ça ne marche pas. Et il faut faire la différence entre les consommateurs de citoyens et les consommateurs industriels aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut être très attentif quand nous parlons de la politique verte. Il y a quand même un problème majeur dans le positionnement de l'Union européenne, parce que l'Union européenne vient de refuser, la Commission vient de refuser de considérer le nucléaire comme une énergie verte, alors que le nucléaire est l'énergie qui crée le moins de CO2. Donc pourquoi est-ce que l'Union européenne refuse de considérer que le nucléaire est l'énergie la plus verte? Alors évidemment que nous, on est très attachés à l'écologie, mais on l'est comme tous les gens qui sont enracinés. La réalité, c'est que celui qui est enraciné, eh bien, il est écologiste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là il ne traverse pas le pays. Il ne se dit pas, ah ben, aujourd'hui ça ne va pas ici, je vais aller ailleurs. Il sait qu'il vit là, que ses parents ont vécu là, que ses enfants vivront là. Donc évidemment que nous sommes attachés à ce que notre environnement soit le plus sain possible et le plus durable possible. Mais pour ça, il faut aussi s'interroger sur le modèle économique de l'Union européenne. C'est quoi le modèle économique du libre-échange permanent où en réalité on délocalise la pollution dans des pays pauvres en se disant, regardez, j'ai bonne conscience, la pollution, elle est loin de moi. Mais si on vit tous sur la même planète, alors on ne peut pas admettre un modèle économique où on délocalise la pollution après avoir en délocalisant par ailleurs les usines et donc en délocalisant l'emploi. Donc on voit que ce modèle économique doit être revu. Oui. Ben, vers la fin de notre conversation, parlons du printemps prochain, parce qu'il va y avoir des élections en France, aussi bien en Hongrie. Et ma question est peut-être un peu provocante, Madame Le Pen, mais vu le développement socio-culturel de la France, croyez-vous profondément que vous pouvez remporter les élections présidentielles? Oui, totalement. Parce que je pense que les Français ont quand même pris conscience depuis un certain nombre d'années qu'ils sont en train d'aller dans le mur et qu'ils sont en train de perdre leur liberté, leur identité, la culture à laquelle ils sont attachés, cette douceur de vivre qui a fait la spécificité française, mais aussi parce que notre pays s'appauvrit dans des proportions qui sont terribles. Il y a 14 millions de pauvres en France.
14 millions de pauvres. Certains vous accusent que votre électorat est dans la France périphérique. Oui, non, elle n'est pas particulièrement dans la France périphérique, mais elle est surtout dans la France qui a compris qu'on souffre beaucoup d'une mondialisation que les nations refusent de réguler, que l'État et la nation doivent réguler la mondialisation pour tenir compte de l'intérêt précisément des peuples. Et c'est vrai que les gens qui vivent dans les grandes villes, eux, ils profitent plutôt de la mondialisation. Et tous ceux qui sont en dehors des grandes villes, eh bien, ils en souffrent énormément. Il se trouve qu'il y a une majorité de gens qui vivent en dehors des grandes villes, donc ça me laisse espérer un résultat positif aux prochaines élections. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas seulement pour sauver la France qu'il faut que je gagne. Il faut que je gagne parce qu'il faut aussi sauver l'Europe. Et que la France a un rôle important à jouer. Elle peut trouver demain des alliés, nous y travaillons précisément pour réorienter et sauver l'Europe de l'Union européenne. Merci beaucoup. Et vous, comment voyez-vous les chances du Fidesz après 3 mandats consécutifs et on voit que les conflits ne cessent d'augmenter avec Bruxelles? L'enjeu est énorme au niveau national et au niveau européen parce que notre gouvernement a réalisé beaucoup de projets. Nous avons adopté une nouvelle constitution en 2011. Nous avons réalisé plein de grandes réformes. Et nous avons je peux dire, un peu bataille avec l'autorité bruxelloise parce que nous souhaiterons défendre notre vision en Europe. Et la grande question, est-ce que nous pouvons continuer au niveau européen et au niveau national cette bataille? J'espère que oui, parce que si la Hongrie va perdre les élections, le gouvernement va perdre les élections, dans ce cas, il y a un autre gouvernement qui accepte tout qui vient de Bruxelles, sans limite. Et je pense que défendre les intérêts des Hongrois, c'est seulement le gouvernement Orbán qui sera capable de faire ça. Alors, c'est un enjeu, c'est énorme. L'opposition qui veut gagner les élections veut accepter tout, sans limite, qui sera dicté de Bruxelles. C'est la raison pour laquelle il faut être très, très attentif lors des prochaines élections. Alors, je voudrais vous remercier pour cette conversation enrichissante, pour ces prises de position bien claires. Et je voudrais également vous remercier pour votre attention et n'oubliez pas les mots de Charles de Gaulle, fondateur de la Ve République. La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. À la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup.